Bonjour tout le monde, merci d'être là. En fait, on a décidé d'une forme de présentation qui ressemble pas véritablement à une conférence classique parce que on s'est dit que bon, c'est le printemps, compte tenu des circonstances, on voulait alléger un peu. Cela dit, notre idée, c'est quand même de vous introduire et de vous donner le goût du cahier. En fait, le cahier reprend des analyses d'une étude qui a été faite il y a quelques années et qui avait rejoint un grand nombre de gays et de lesbiennes. Et on avait fait des analyses globales, donc pour les hommes et pour les femmes. Et cette fois-ci, on a fait une nouvelle analyse des données, autant les données quantitatives, qui sont en fait les résultats d'un questionnaire d'enquête, que des données qualitatives, qui sont les résultats d'entrevues faites auprès des travailleuses lesbiennes. Alors, on a repris ce matériel-là et ça nous a donné l'occasion de le traiter de façon plus systématique, plus en profondeur, et aussi de réfléchir de nouveau au concept qu'on s'était donné, c'est-à-dire qu'on ne s'était pas donné justement au début de la première étude, donc de réfléchir à des notions conceptuelles. Alors, plus précisément, on a 300, l'enquête était basée sur 399 questionnaires et 93 entrevues auprès de lesbiennes. Donc, c'est quand même un matériau à la base assez important. Ce sont des entrevues avec des lesbiennes de différents groupes d'âge qui travaillent dans différents secteurs d'emploi. Ce qui est par ailleurs particulier à l'échantillon, c'est qu'un grand nombre sont scolarisés. 60 ont une scolarité universitaire, 40 ont une scolarité secondaire ou cégep. Et plus de 80 ont des emplois stables. Et avoir un emploi stable, c'est quelque chose qui est un facteur de protection. Alors que si on est en recherche d'emploi ou si on est en situation de précarité, on est plus vulnérable aux discriminations. Alors, un des premiers thèmes qui est abordé dans la façon dont on va vous présenter ça, c'est qu'on va laisser la parole aux femmes elles-mêmes. Donc, on va vous citer plusieurs extraits qui illustrent les différentes thématiques qui sont abordées dans le cahier. Alors, le premier extrait, c'est l'homophobie, qui est le thème du premier chapitre. Premier chapitre, premier extrait. Il y a 3 extraits. Il y a 3 extraits, en fait, qui montrent un petit peu les formes que peuvent prendre l'homophobie, en tout cas, telles qu'on les a. Donc, Sybille, 40 ans, elle est agente de sécurité. Elle explique un petit peu son contexte, le contexte de travail dans lequel elle évolue. Donc, elle parle d'une de ses collègues. Elle dit, à un moment donné, il y en a une de mes collègues, je savais que son frère était gay et elle me contait des histoires sur les tapettes. Dans ce temps-là, ce sont des tapettes, ce ne sont pas des gays, c'est vraiment une utilisation du terme péjoratif. Et elle dit, bon, ça faisait une couple d'histoires qu'elle contait et je trouvais qu'elle s'en venait un petit peu saler ces histoires. Alors, je lui ai dit, en donnant le nom de son frère, comment est-ce qu'il va? Parce que son frère, il était gay. Et elle dit, elle a arrêté de me conter des histoires, je ne sais pas pourquoi. Donc, en même temps, il y a une stratégie de mettre fin à la discrimination dans cet extrait-là. Pauline, 56 ans, elle dirige un centre de la petite enfance. Une fois, il y a un père qui était en retard le soir. En plus, ses chèques rebondissaient. Une fois, j'ai dit « c'est assez ». C'était l'application des règles. Il s'est mis à pogner les nerfs. Il m'a traité de calice de butch. Ou encore, Janine, 61 ans, infirmière, relate une situation. Elle dit, l'infirmière-chef sort de son bureau. Elle arrive en avant. Elle venait de rencontrer une infirmière dans son bureau. Je n'ai jamais su qui c'était parce que je travaillais de soir. Donc, c'est quelque chose qu'elle s'est fait raconter par une de ses collègues. Et elle dit, donc, l'infirmière-chef sort du bureau et elle a dit, elle, cette espèce de grosse chienne de lesbienne, elle ne restera pas sur mon département. Ça vous donne un petit éventail quand même de degrés de gravité de l'homophobie en milieu de travail dans les propos qui étaient rapportés par nos répondants. L'homophobie, on a maintenu la définition, une définition assez large, qui était celle de départ, c'est-à-dire des attitudes négatives ou des comportements exprimant une hostilité systématique, un rejet ou une prise de distance envers une ou des personnes homosexuelles, hommes ou femmes, ou envers l'homosexualité en général. L'homophobie, on peut en être la cible ou on peut en être témoin. Par exemple, comme les dernières situations, entendre ça, ben, c'est sûr que ça a un impact sur soi. Les conséquences qu'on peut relever, c'est notamment un sentiment d'inconfort, des malaises, des difficultés dans les relations interpersonnelles.
et une vulnérabilité à la discrimination, parce que quand on entend dire des choses comme ça, bien, on peut imaginer facilement que ça va être que l'orientation sexuelle peut être une carte qui va être jouée contre nous dans certaines situations. Et Sybille, la même 40 ans, agente de sécurité, en donne un exemple. En fait, Sybille rapporte le contenu d'une lettre que son employeur a reçue et que son employeur lui a d'ailleurs remis. Donc, elle dit, dans la lettre, c'était écrit « Je vous écris pour vous dire qu'une de vos employées a un comportement qui n'est pas digne d'une agente de sécurité. Cette madame apporte chez elle des jeunes filles mineures. Et comme je suis un père de famille et j'ai des jeunes filles, je ne veux pas que mes filles soient en présence ou que mes filles soient attirées par les filles. Cette madame est aux femmes et sa présence me met hors de moi. Je vous demande de faire quelque chose. Sinon, moi, je vais faire quelque chose que vous n'aimerez sûrement pas. Mais ce ne sont pas des menaces. » Signé un père de famille. Un autre exemple, Chantal, 39 ans, enseignante au primaire. C'est déjà arrivé qu'un parent ne veuille vraiment pas que son enfant soit dans ma classe. Le directeur l'a changé de classe, l'enfant. Ça m'a blessée comme professeur. Mais quelqu'un qui ne veut pas que son enfant soit dans ta classe, tu es bien mieux de ne pas l'avoir. Tu as moins de troubles. C'est une économie mentale. C'est sûr que sur le coup, ça m'a fait de la peine, j'en ai pleuré. Évidemment, c'est le soupçon de pédophilie ou d'abus ou de modèle négatif qui est en arrière de ça. Mais là, pour la petite histoire, la Chantal, elle rapporte plus loin dans l'entrevue que le petit garçon, il est retourné la voir puis lui a dit hey, « T'as été ma première institutrice. » Puis elle disait « Ben, tu sais, tant pis si ses parents sont colons puis que le directeur a suivi, pardon. » À quelque part, elle dit « Ça n'a pas porté sur le petit garçon. » Donc, ça lui avait un petit peu mis du baume au cœur. Une question qui se pose pour les lesbiennes, tout comme pour les gays, c'est que c'est pas écrit dans le front. Contrairement à certains mythes, c'est pas non plus visible qu'une personne est homosexuelle, à moins que la personne veuille le laisser savoir ou le laisser deviner ou le laisser soupçonner. Et donc, on va dire de l'orientation sexuelle que c'est une caractéristique qui est discréditable, mais c'est pas une caractéristique visible comme l'est le sexe ou la race ou la couleur de la peau. Alors, la question qui se pose toujours pour les personnes homosexuelles, c'est celle du placard. Donc, c'est celle de dissimuler l'orientation sexuelle, de la dévoiler ou, le plus souvent, une situation entre les deux. Donc, sortir ou non du placard. Alors, il y a un deuxième chapitre qui porte sur les motivations pour sortir du placard ou ne pas sortir du placard, les façons de le faire qui ne sont jamais un coming out là, à l'autre. C'est sûr que c'est n'est jamais la façon dont c'est utilisé. Alors, on va vous donner quelques extraits qui illustrent les raisons de rester dans le placard, tout d'abord, puis ensuite les raisons d'en sortir. Pour certaines personnes, le fait de séparer leur vie personnelle et leur vie au travail, c'est une manière de se protéger contre les blagues, contre l'intrusion, contre les questions, la curiosité excessive. Ou des fois, les gens vont nous dire, ben moi, je suis comme ça, je suis discrète par tempérament, mais on n'est pas toujours sûr si la discrétion s'appliquerait de la même manière dans d'autres situations. Alors, il y a Julie, 28 ans, éducatrice spécialisée, qui dit « Le travail et le privé, pour moi, c'est séparé. Ça fait moins de problèmes. Ça fait moins de rumeurs aussi. C'est ma vie, après tout, ça m'appartient. Moi, je trouve que c'est pas bon de mélanger les deux. » Dans le cas de Karine, elle fait mention d'une crainte des impacts sur sa carrière si elle révélait son orientation sexuelle. Fait que dans son cas, c'est vraiment de la discrimination potentielle ou anticipée. Donc, elle va dire « La première chose, je pense que ça vient de ma propre peur. Je ne penserais pas que ce soit ma propre homophobie, mais c'est l'idée de me jeter dans le vide. Et si je le dis, eh bien, ça y est, c'est pour toute ma carrière. Je le perçois comme ça. Si c'était à la pièce et que je n'avais pas peur que ça me poursuive tout le temps, je le dirais probablement dans certaines circonstances. Mais ce sont des milliers d'élèves que je vais avoir dans les années à venir et ça peut être lourd de conséquences négatives. Mais c'est ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point mes élèves vont à savoir ça. On revient un petit peu avec... Oui, c'est sûr que dans l'enseignement, là, la raison des élèves, c'est vraiment quelque chose qui revient très, 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 très souvent. D'autant plus que d'une génération, d'une cohorte d'élèves à l'autre, ça va se dire. Ou si on est en région, ça va se dire par les réseaux familiaux de voisinage. Donc ça, c'est sûr que dans l'enseignement, on avait travaillé les données d'une autre manière, puis les enseignantes sont parmi les moins visibles.
Un autre motif, c'est tout simplement d'entendre des commentaires homophobes ou lesbophobes dans l'environnement, soit parmi les collègues ou soit dans la clientèle qu'on dessert. Alors, c'est ce que nous rapporte Madeleine, 53 ans, préposée aux bénéficiaires, qui travaille donc des personnes âgées. Elle dit « L'âge y fait pour beaucoup. La mentalité de la campagne. Les bénéficiaires âgés, ils écoutent beaucoup la télévision. J'entends les commentaires. T'imagines-tu, ils veulent se marier entre hommes. Est-ce que ça a du bon sens? Voir si le bon Dieu accepte ça. Est-ce que j'ai le goût de lui dire que moi, je veux me marier ou que je me suis mariée? » Tu veux que je continue? Bon, sans faire un coming out voulant, voilà, je suis lesbienne. Beaucoup de lesbiennes, surtout dans un emploi régulier, vont petit à petit se confier. C'est ce qu'on peut appeler une visibilité progressive et sélective et prudente. Donc, on va se confier à quelques personnes en qui on a confiance. On va tester les personnes. On va le dire à quelques personnes en qui on a confiance. Et donc, celles qui sortent du placard le font pour divers motifs. Un premier motif, c'est de ne pas être dans le mensonge. C'est ce que nous rapporte Isabelle, 32 ans, éducatrice dans un centre de la petite enfance. J'allais déménager. Quelqu'un m'a dit « Tu déménages avec ton chum? » « Non, avec ma blonde. » Il y en a qui sont restés l'air bête, mais ça fait rien. Pour moi, je ne voulais pas mentir, tout court. D'autres répondantes vont indiquer qu'elles ont envie de sortir du placard puis d'être visibles pour pouvoir partager, en fait, sur un terrain d'égalité avec leurs collègues, donc sur leur vie privée, sans nécessairement aller dans les grosses confidences, là, mais parler du quotidien. Donc, c'est le cas de Joanne, 34 ans, adjointe administrative. En parlant de ses collègues, elle dit « C'est les gens avec qui tu passes beaucoup de temps, c'est les gens avec qui on échange beaucoup, on parle de nos vies. Sans rentrer dans notre tréfonds, on se raconte un achat ou une bad luck qui nous est arrivé sur le terrain ou en magasinant une maison. Moi, j'ai pas le goût de passer ma vie à faire des abstractions puis à mettre des muets à mon ami tout le temps. C'est juste naturel de la faire connaître autour de moi pour avoir ce même niveau de conversation avec eux. » D'ailleurs, c'est le plus souvent en glissant dans la conversation que le coming out se fait. En rendant cette information-là plutôt banale, ordinaire, quotidienne, comme les autres. Un autre motif aussi pour sortir, c'est le fait de pouvoir contribuer à défaire les préjugés, à la démystification. Donc, c'est Claudine, 49 ans, vendeuse en informatique, qui est en région, et qui dit « Il y a un avantage quand tu es prête à le dire. C'est qu'à quelque part, tu voudrais faire avancer les choses, parce que tu constates à quel point le monde est fermé à ce sujet-là. Alors, tu te dis, ça va peut-être ouvrir. Chaque personne qui en parle en éduque une autre, et en éduque une autre, et en éduque une autre. » Il y a un autre chapitre qui est comment passer, et puis c'est là qu'on va faire à comment survivre à l'hétéronormativité en milieu de travail, parce que le milieu de travail, c'est un milieu où la présomption d'hétérosexualité est le plus souvent là. C'est la norme dominante. Et ça se manifeste notamment à travers les échanges interpersonnels, à travers les conversations sur la vie privée, voire à travers les activités sociales d'entreprise, tout dépendant des milieux. Donc, la question qu'on se posait, c'est comment les lesbiennes s'adaptent-elles, comment parviennent-elles parfois à la contrer, parfois à s'en accommoder. C'est beaucoup l'humour qui nous a amené à se poser cette question-là, parce que c'est vraiment la forme d'homophobie ou lesbophobie qui est la plus fréquente. Puis, on se demandait des fois à regarder certaines blagues ou à dire, bien, comment ils font pour endurer ça? Puis, en même temps, on se disait, bien, oui, mais dans un milieu de travail, il faut que tu composes aussi, puis tu peux pas réagir à tout ce qui se dit. Il faut que tu trouves ce qu'on a appelé le confort psychologique. Il faut que tu trouves un certain confort. Donc, c'est un peu cette thématique-là qui est dans le troisième chapitre. Alors, il y en a qui réagissent, il y en a qui laissent plus passer. André, 41 ans, est agente de service en machinerie lourde. Elle réagit. Dans ce cas-ci, elle interpelle une supérieure après l'avoir entendue tenir des propos sur les homosexuels à grand renfort de tapette. Alors qu'elle interprète ces propos-là comme étant un geste de confrontation à sa supérieure, sait qu'elle est lesbienne. Alors, André la confronte, elle dit « C'est quoi? Depuis que je suis entrée ici, tu as toujours été correct avec moi. Tu n'as jamais dit de gros mots de même. Et tout d'un coup, tapette, je sais pas. C'est quoi? Tu veux te remonter ou quoi? » Ça a été fini, elle n'a jamais renommé ce mot-là. Donc, elle, ça a été la confrontation.
On voit aussi, des fois, les répondantes, elles ont comme une relation un petit peu ambiguë là, par rapport à l'humour. Mais en tout cas, certaines vont répondre sur ce mode-là aussi, mais il y a quand même un certain accommodement par rapport aux jokes qui peuvent être faits dans le milieu de travail. Et par exemple, Françoise, 44 ans, éducatrice dans un centre de la petite enfance, donc on suppose que c'est quand même un milieu majoritairement féminin. Je suis une personne qui est un bout en train dans la garderie. Souvent, je vais faire des jokes avec ça. Donc, elle parle de son orientation sexuelle. Je crois que j'adoucis, comment je pourrais dire ça? Pas adoucir, mais qu'on le prend à la rigolade. Ils en font des jokes aussi sur les gays et je les ris, elles sont drôles. C'est difficile de jauger par rapport à l'humour, mais parfois, ça devient une question de survie, notamment dans les milieux de travail masculins où il y a beaucoup de règles sur lesquelles tu chemines. Elle dit, ça parle de sexe, ça fait des jokes de tapette, de fifi, de lesbienne, de blonde, de newfie, des jokes de n'importe quoi. Il faut que tu apprennes à rire avec eux autres parce que si tu vas contre eux autres, c'est toi qui as un méchant problème. J'ai déjà vu une femme géologue faire un burn-out à cause des jokes. Elle était hétéro, mais à cause des jokes de femmes, des jokes sexistes. Elle en faisait une maladie. Elle en a fait un burn-out. Il ne faut pas que tu t'embarques dans cette game-là. Il faut que tu joues avec eux autres. Il faut que tu aies du plaisir avec eux autres. Elle la compose de cette façon-là pour survivre dans son milieu de travail. Ou encore Francine, 47 ans, gérante dans le secteur de l'alimentation, qui résume à peu près comment elle voit justement la navigation dans cet univers-là. Elle dit « Il faut user de ruse. Il faut approcher les hétéros de façon à ce qu'ils se rendent à l'aise. Il ne faut pas que tu les rendes mal à l'aise avec ça parce que là, tu es faite. Si tu as le malheur de les attaquer trop directement, tu deviens une bête noire pas endurable qui pue. Il faut que tu les amadoues tranquillement. » Donc, beaucoup de compromissions quand même du côté des femmes. Oui, surtout les deux dernières, là, ils travaillent dans les secteurs majoritairement masculins. Puis c'est là qu'il y a le plus du monde. Un autre chapitre, et là, c'est vraiment, c'est ce qu'il y avait de plus nouveau dans l'analyse au sens où on voulait savoir ce qu'elle vivait par rapport au sexisme et à l'hétérosexisme. Il faut préciser que l'objet premier des entrevues, c'était vraiment les questions par rapport à l'orientation sexuelle. Toutes les questions étaient formulées par rapport à ça. Mais ce qui est sorti, c'est que beaucoup de femmes, à peu près les 2/3, nous ont rapporté des expériences de sexisme en réponse à ces questions-là. Les deux formes principales de sexisme qui sont rapportées, c'est d'une part les discriminations qui sont reliées à la sexualisation des femmes et d'autre part les discriminations qui sont reliées à la division sexuelle du travail. Oui. Alors, puis là, c'est très difficile pour les... Elles vont le dire elles-mêmes, on va y revenir, mais il faut le dire aussi en partant. C'est que c'est très difficile pour plusieurs de dire, mais là, est-ce que je suis discriminée en tant que femme ou en tant que lesbienne, ou les deux à la fois, ou un peu des deux. Par exemple, toute la question du harcèlement sexuel, ça pose ça, mais aussi d'autres exemples. Alors, le premier exemple, c'est Marlène, 47 ans, employée dans l'administration publique, qui nous parle du côté du style féminin qu'elle n'a pas et dont elle sent que ça lui nuit d'une certaine façon dans les rencontres. Alors, quand elle dit, quand je vais dans des réunions, j'ai pas de style féminin, je suis pas plus maquillée, j'ai toujours un côté un peu dépeigné. Ça, qu'est-ce que tu veux faire? Ça changera pas. Un gars, on dirait que c'est un intellectuel. Une femme, ça passe moins bien. Donc, les attentes par rapport à l'apparence physique ou à la conformité aux normes de féminité. Oui, c'est ça. La catégorie sexualisation des femmes, c'est vraiment le continuum au complet. Hein. Ça en prend l'obligation de s'habiller, de jouer à la femme et jusqu'au harcèlement sexuel. Fait que l'autre extrémité, c'est le cas de Amy, 40 ans. Elle est chef de section en restauration. En fait, elle explique qu'il y a un endroit dans le restaurant où si elle va laver les poissons, mettons, il faut qu'elle se mette à quatre pattes ou en tout cas, elle est obligée de se baisser. Alors là, elle explique, il n'y avait que des hommes dans son milieu et parce que je travaillais avec eux tous, j'étais sûre de me faire passer des commentaires si j'allais à l'endroit où on vide les poissons. Un gars aurait dit, il se serait déplacé et aurait mis son pelvis directement devant mon visage et aurait dit, qu'est-ce que tu fais? Ben c'est comme ça. Elle dit ça, c'était vraiment pas cool. À nouveau, bon là, on est plus discrimination classique, en fait, sexisme classique. Mais ça se passe dans la fonction publique, c'est peut-être l'originalité. Alors, Céline, 40 ans, enquêtrice dans la fonction publique. Les gars avaient commencé à mettre des photos de femmes de calendrier sur leur paravent. Mon boss était parti. On s'attend à ça au petit garage, on s'y attend, mais c'est plus original. Là,
Oui, c'est ça. Mon boss était parti à rire dans un premier temps. En fin de compte, à force de faire des pressions, c'est parce que là, les autres filles se sont mises avec moi. Je l'ai fait enlever, ça n'avait pas de bon sens. Ou alors Aline, c'est un code de discrimination qui est plus facilement reliable en fait à la division sexuelle du travail et le plafond, qui dit « Je pense qu'on est toujours en train de faire un double effort, les femmes. Les hommes ont plus de facilité. C'est plus facile, le directeur est un homme, la direction, ce sont des hommes, ils sont entre copains. Les femmes, il faut vraiment que tu prouves que tu es hors pair pour avoir une place. Et pas juste hors pair, bien sûr, mais que tu sois quelqu'un avec qui les hommes peuvent dealer. Sinon, on ne te donne pas le poste de direction. » Donc, on a essayé de réfléchir à l'articulation des différents concepts, puis ça, on ne vous livrera pas ça ici. Mais en fait, on a questionné le concept d'homophobie parce que on sait que c'est un concept qui actuellement est extrêmement est hégémonique. Personnellement, c'est le terme que j'emploie, c'est-à-dire que c'est le concept qui est devenu le concept majeur dans l'espace politique, dans l'espace intellectuel. C'est un concept qui est compris par beaucoup de gens maintenant, avec toutes sortes d'interprétations, mais qui est quand même le concept que si on demande aux gens l'homophobie, bon, ils vont vous répondre quelque chose, pas aimer les homosexuels, pas aimer les lesbiennes, ils vont comprendre. C'est un concept qui est quand même compris. Il y a plusieurs critiques qui sont faites à ce concept, donc je ne reprendrai pas ici toutes ces critiques-là, mais une des critiques qui est faite, c'est que ça peut avoir pour effet d'invisibiliser les discriminations qui sont faites aux lesbiennes, parce que au mot, même si l'interprétation littérale du mot homophobie n'exclut pas les femmes. Les exemples qui vont être les plus souvent donnés, ça va être les exemples qui concernent les hommes. Et on va moins nommer les exemples qui concernent les femmes et voire même dans certains cas, dans certaines études, on va voir que des remarques comme les lesbiennes sont moins touchées ou les lesbiennes sont peu touchées par ces phénomènes-là. Donc, on va évacuer plus ou moins la question des lesbiennes. Ce qu'on se constate aussi, c'est que dans les manifestations négatives ou de rejet envers les travailleuses lesbiennes, oui, il y a des classiques, là, celles qu'on vous a lues au tout début, qui visent l'homosexualité ou l'orientation sexuelle, mais il y a aussi des manifestations qui sont autant le fait d'être à la fois une femme et à la fois une lesbienne, ou des discriminations carrément sexistes, mais auxquelles les lesbiennes sont également exposées parce qu'elles sont des femmes et que c'est la première chose qui est perçue d'elles, à savoir que ce sont des femmes. Si on regarde les manifestations, les dernières qu'on vous a données, c'est-à-dire la sexualisation des femmes et l'imposition de la norme hétérosexuelle, ou l'assignation des femmes à des places dans la division sexuelle du travail, ce qu'on se rend compte, c'est que ces manifestations-là ont pour effet de réassigner les lesbiennes à la catégorie des femmes. Et donc, le concept d'homophobie ne rend pas compte de ça. Donc, on peut privilégier le concept de lesbophobie. C'est un des concepts qu'on a réintroduit à la fin. Mais le concept de lesbophobie est intéressant. Il y a un peu les mêmes défauts que le concept d'homophobie pour ce qui est de sa signification première, c'est-à-dire d'être une manifestation psychologique. Une phobie, c'est une crainte. Hein? On peut l'agoraphobie, je veux dire, on peut décliner ça là, de multiples façons, les phobies. Puis un des problèmes que moi, je trouve qu'on a actuellement, c'est qu'on les décline beaucoup. Là. Plus il y a des identités, plus on rajoute une phobie à chaque fois, puis que ça ne nous aide pas tellement sur le plan théorique ou à comprendre ce qui se passe. Alors, le concept de lesbophobie, il est intéressant s'il ne fait pas juste dire la même chose, mais pour les lesbiennes, mais s'il permet d'explorer ce qui est particulier aux lesbiennes comme manifestation de rejet ou comme manifestation de discrimination en milieu de travail. On essaie dans ce 5e chapitre d'articuler les différents concepts et de lier sexisme et hétérosexisme. Également le concept d'hétéronormativité qu'il est intéressant de réintroduire parce que l'homophobie, c'est souvent lié à la haine ou au rejet très carré. Alors, ce qu'on s'aperçoit dans le milieu de travail, c'est qu'il y a beaucoup de dynamiques implicites, informelles, qui sont plutôt des normes et des pratiques qui renforcent la norme hétérosexuelle. Par exemple, tout le rapport de séduction dans lequel beaucoup d'hommes, en tout cas, aiment bien fonctionner, séduction des femmes, et les femmes, c'est comme présumé que toutes les femmes
pourraient fonctionner dans ce mode-là qui est codé de séduction hétérosexuelle. Ce sont des pratiques qui renvoient toujours les femmes, y compris les femmes lesbiennes, à un certain type d'apparence, un certain type de comportement. Il y a des lesbiennes une minorité, en tout cas dans notre enquête, qui sont plutôt contentes et trouvent positif quand on va leur faire un commentaire, par exemple, sur leur féminité ou sur leur beauté ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de lesbiennes qui trouvent qu'il y a une pression aussi là-dedans à s'habiller ou se comporter d'une certaine façon. Et là, on ne l'a pas dit sur le plan quantitatif, mais il y a aussi beaucoup de harcèlement sexuel, que l'orientation sexuelle soit connue ou pas. Et même quand elle est connue, elle n'est pas une protection contre le harcèlement sexuel. Donc, ça aussi, c'est comme une manière de resexualiser les femmes, de les renvoyer à leur statut d'objet sexuel dans le milieu de travail. Et ça, le concept de lesbophobie ne rend pas compte, ou même d'homophobie, ne rend pas compte de ces pressions subtiles et quotidiennes à l'hétéronormativité. Donc, pour toutes ces discussions conceptuelles, on vous laisse lire. Nous autres, ça nous a permis d'explorer. On s'est lâché lousse. Ça nous a permis de réfléchir aussi à la question d'homophobie. Je vous signale en passant un numéro de la revue Nouvelles questions féministes qui est sur l'homophobie, mais dans lequel Christelle et moi, on a aussi publié un article dans lequel on développe plus les critiques à la notion de l'homophobie. Y a-t-il quelque chose que tu veux ajouter sur ce dernier... Ben moi, c'est sûr que mes intérêts, c'est les lesbiennes dans les rapports sociaux de sexe. Puis, mettons, dans mon doctorat, mon intérêt, c'est de montrer que les lesbiennes sont... Il n'y a pas les hétéros, puis il n'y a pas les lesbiennes. Je veux dire, la lesbienne, mettons, disons la lesbienne comme figure, elle permet... Disons que les femmes lesbiennes, on le voit dans leur rapport quotidien, peuvent avoir une plus grande distance par rapport à l'hétéronormativité, justement, et que c'était tout l'intérêt. Moi, j'avais travaillé sur les entrevues il y a 4-5 ans maintenant, et je trouvais vraiment que chez les femmes, il y avait quelque chose à parler de sexisme. Je disais, ça serait intéressant. Je pense qu'on avait un peu décidé aussi qu'on travaillait toutes les deux à cause de ça. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de montrer qu'il y avait, que ça forme un tout. Le sexisme, l'hétérosexisme, c'est une... pas pour reprendre Butler, mais juste 2 secondes, juste pour ça, que c'est une matrice, ça forme un tout, il y a une cohérence, il y a une logique. Et moi, je trouve que en général, notamment dans le rapport des femmes au travail, on aurait intérêt à s'intéresser à l'orientation sexuelle des répondantes, ce qui est très rarement fait dans les enquêtes sur